Bienvenue à Code Primal, le podcast où on explore l'univers captivant de la chasse et de la pêche. Que vous soyez un passionné qui débute ou un curieux qui rêve de commencer, ce podcast est fait pour vous. Ici, on met l'accent sur les bases, les techniques essentielles pour chaque espèce, jusqu'aux conseils pratiques pour réussir vos sorties. On s'adresse aux chasseurs de région, mais aussi aux chasseurs urbains, qu'importe vos origines ou votre niveau d'expérience. Notre mission, c'est d'apprendre ensemble afin de devenir meilleurs sur ces sujets et réussir nos sorties. Dans cette première saison, attendez-vous à des astuces de pro, des entrevues avec des guides expérimentés et des discussions sur la chasse et la pêche pour faire une passion accessible à tous. Alors montez le son et plongez avec nous dans Code Primal. Aujourd'hui, on explore un univers fascinant, la chasse à l'outarde. Si tu as déjà vu ces immenses vols en V traverser le ciel et tu t'es demandé comment on fait pour les chasser, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Audet, un chasseur passionné qui va nous expliquer les bases et partager les meilleures anecdotes et nous donner ses conseils pour ceux qui aimeraient s'initier à ce type de chasse. On va parler d'équipement, de techniques, de traditions locales et même de l'impact de la chasse sur la faune. Bref, un épisode parfait pour les curieux, comme pour ceux qui rêvent d'essayer un jour. Installe-toi bien, installe ton casque. Prépare-toi à découvrir le monde de la chasse à l'outarde avec nous. Mathieu est un chasseur d'oiseaux migrateurs depuis 2007. Il est l'un des fondateurs du groupe Goose Matter, groupe de chasse de la région. En 2014, il a participé au National Goose Calling Championship du Canada. Il a également sur sa chaîne YouTube plusieurs vidéos afin de partager son savoir sur l'art de l'appel à la bernache. Bénévole pour le programme de la relève de l'ASGRQ, il se concentre maintenant sur ses succès de chasse semaine après semaine et saison après saison. Bref, un vrai passionné. Allô Mathieu! Salut, ça va? Oui, toi? Ça va bien, ça va bien. Merci d'être là avec nous ce soir. Donc, un plaisir. Écoute, c'est ma première expérience comme en tant que postcateur. Je sais pas comment dire ça, mais écoute, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Moi, c'est ma deuxième. On essaye ça. Donc, toi, t'as commencé la chasse à l'outarde en 2007, c'est ce que je comprends. Oui, ben, en fond, j'ai fini mes études, puis j'avais été un petit peu initié à la sauvagine, mais pas à l'outarde, puis j'ai eu la chance d'avoir un mentor, si on peut dire, qui m'a donné l'occasion, qui m'a emmené dans le champ. OK. Puis j'ai eu la piqûre vraiment, là. Tu sais, ça a vraiment confirmé les choses à partir de ce moment-là. OK. Est-ce que la chasse à l'outarde, c'est une activité populaire au Québec? Auprès des sauvagiers, quand même, puisque c'est un gibier qui est facile à repérer. Mettons, je compare au canard qui peut se tenir dans des petits raccoins, dans des petits lacs, en rivière, quelque chose comme ça. Ben, on s'entend que pour la bernache, pourtant pour l'ouest, tu sais, c'est des gros oiseaux qui sont en plein milieu du champ. Fait que, tu sais, ils sont faciles à repérer. Puis leurs habitudes alimentaires ou quotidiennes, si on peut dire, c'est quelque chose de facile à remarquer puis à apprendre par cœur. Là, ça se lève le matin et ça va manger, ça retourne boire. Fait que, c'est vraiment facile à apprendre et à analyser comme gibier. Là. Qu'est-ce qui t'a poussé à la chasse à l'outarde? Y a-t-il un moment marquant dans l'histoire qui t'a inspiré ou quelque chose du genre? Écoute, je fais partie de la génération de Destination X, puis on se préparait tranquillement pas vite pour le podcast, puis j'ai trouvé genre un des DVD que j'écoutais à l'époque. Écoutez, on parle de DVD, là, ça date d'un méchant bout. C'était une gang de sauvagiers à l'époque qui faisaient leur propre film avec leur propre permission de chasse. C'était vraiment hot, là, c'était homemade. Et les gars étaient dévoués, il y avait du stock, genre au goût du jour. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, c'est malade. Moi, j'attendrai pas dans une cache au chevreuil. Ça me prend une chasse d'action. Puis quand j'ai vu ça, j'ai capoté. On avait assisté à une présentation de DVD. J'étais au cégep de Bécomo, justement, quand j'ai fait mon programme là-bas, ma technique, là. Okay. Et j'ai adoré ça. Lors du dîner, je faisais que checker ces vidéos-là, puis je capotais vers elle. Okay, je connaissais même pas ça, moi. Ça existe encore? Non, les membres se sont séparés, puis ils doivent chasser peut-être en dehors caméra, là. Okay. Ça, je suis pas au courant, je les connais pas personnellement, là. Mais ça a roulé, je pense qu'ils ont fait 7 films. Okay. Tu sais, on s'entend que ça a marqué une génération. Pour vrai, ils créent même des événements, là, puis j'y ai participé, là, quand ils dévoilaient leur nouveau DVD, dans le fond, là. Fait que là, tu pouvais aller voir leur nouveau DVD, ils louaient une salle pour ça, on rencontrait des guides, il y avait, leurs commanditaires étaient présents, fait que c'était vraiment intéressant, là. Ça regroupait vraiment les sauvagiers, ça a fait vraiment ils sont devenus un peu comme un phare, on pourrait dire ça comme ça, pour cette génération-là, là. Fait que c'était vraiment intéressant. Ah, nice. Sinon, si on parle vraiment d'une journée typique de chasse à l'outarde,
Qu'est-ce que ça a l'air? Tu peux-tu nous donner les étapes principales, à peu près les heures de début, les heures de fin, les dates? C'est sûr que la première chose, c'est la prospection. Fait que si on veut chasser le lendemain matin, faut regarder ce qui se passe la veille. Fait que tu prends ton char, tu mets du gaz dedans, puis tu te promènes. Moi, j'ai accès à plusieurs permissions exclusives à proximité de chez nous. Fait que c'est quand même intéressant, mais une fois on arrive, on se promène, et les oiseaux, ben on attend qu'ils sortent du dortoir. Fait que là, on les suit, ils se dirigent vers le champ qu'ils vont manger, parce que moi, principalement, je chasse sur des terres agricoles. Donc, je regarde, bon, c'est quoi le nombre que j'ai exactement? Bon, j'en ai-tu 50, j'en ai-tu 60, j'en ai-tu 200, j'en ai-tu 1000? Fait que ça, c'est des éléments qu'on veut considérer pour chasser la veille, le lendemain. Après ça, est-ce qu'on on chasse-tu un champ nourricier? Donc, les oiseaux rentrent dans le champ qu'on a la permission, ou on n'a pas permission, mais on a un endroit pour les chasser à la passe. Fait qu'on appelle ça une chasse au flyway. Fait que ça, c'est un autre critère qu'il faut checker. Écoute, on a après ça le type de culture. Puis le type de culture va souvent impacter le camouflage, parce que nous, on se cache soit en bordure des fossés ou en plein milieu du champ. Et certaines cultures s'y prêtent pas bien se cacher en plein milieu du champ, surtout quand on chasse à plusieurs. Des fois, on chasse à 6. Là. Fait que ça commence à être plus dur à cacher. Là. Fait que, je donne un exemple comme le maïs en silage, où il reste à rien à terre pratiquement pour se cacher. Là. Ouais. Fait que ça fait partie des choses qu'on évalue. Puis l'accès du terrain. Entre autres, les journées qui sont plus, là, ben tu sais, ça se peut que j'ai pas vraiment de chemin qui rentre en plein milieu du champ, puis ça va me prendre un 4 roues. Fait que là, il faut que je calcule que tu sais, ça va me prendre un peu plus de temps d'épiner ça, débarquer ça, etc. Fait que tu sais, il y a plein d'éléments à prendre en considération quand on veut chasser. Puis la prospection, ben c'est la veille, c'est ça qu'il faut faire attention. Après ça, le lendemain, ben là, écoute, ça dépend de l'année. Au mois de septembre, ça se lève quand même de pas mal de bonne heure. Là. Le soleil se lève à 5h15. À tout autre temps, moi, je me calcule 1 heure et quart d'installation. Fait que, il faut quand même se présenter de bonne heure dans le champ. En saison régulière, je te dirais, pour la fin de la journée de chasse, nous, on fait rarement là, une avant-midi. Je te dirais même, on arrête à 8h30. Encore que les quotas se préparent rapidement. Là. Surtout qu'en saison, mettons... au mois d'octobre, la limite est à 2, là. Fait que c'est pas très long, là. Ça peut, à la première passe, ça peut être fini. Là, puis ça te gonne un peu, là, tu sais. Ça va quand même assez vite. Fait que 8h30, on arrête, puis on essaie de pas trop éduquer les oiseaux. Fait que, tu sais, même si on arrête d'autres occasions de tir, on laisse passer ça, puis on passe à autre chose. Et plus vite qu'on sac notre camp du champ, mieux c'est. Parce qu'on peut laisser des fois, si on a un bon champ, puis il y en avait beaucoup la veille, on laisse les oiseaux atterrir. Nous, on est déjà partis. Puis le même champ peut être utilisé plusieurs jours d'affilée. Les oiseaux verront que du feu. C'est cool. C'est un avantage. Ouais, quand c'est possible de le faire, on essaye. Mais tu sais, il faut que tu partes vite du champ maintenant. Tu peux pas genre prendre 2 heures à te désinstaller, ça marchera pas, là, tu sais. Sinon, au niveau des dates, ça dépend des régions. Nous, on en a un peu en pré-saison. Quand je parle de pré-saison, c'est que là, on chasse l'outarde résidente. Fait qu'elle, elle a niché ici au lieu de monter au Grand Nord. Fait que on en a un petit peu, mais pas bien ben. Fait que tu sais, il y en a qui ont l'occasion de chasser en pré-saison, donc on parle mettons du 6 septembre là, dans le district F jusqu'à 25 septembre. Après ça, écoute, t'as le mois d'octobre, tu peux en chasser en masse dans le district F, il n'y a pas de problème. Même dans certains endroits du district F, tu peux chasser jusqu'au mois de décembre. Puis la chasse à l'outarde, elle s'étire jusqu'au 21 décembre-ish à peu près, là, chaque année. Là. Fait que tu peux la chasser vraiment longtemps. Comment tu reconnais qu'elle est résidente? C'est juste qu'elle est là, dans les dates qu'elle serait pas supposée, quoi? C'est sûr que les autres, ils vont avec les dates. En tant que biologiste, pour déterminer les quotas. Nous, on le voit juste à l'œil, là, mettons, là, dans nos récoltes, là. C'est pas le même format d'outarde, là. L'outarde résidente est vraiment grosse, là. Puis quand on voit les jeunes arriver, même les jeunes d'outarde résidente sont déjà pas mal plus grosses que quand arrive la migration. Quand arrive la migration, là, des fois, je pogne des outardes là, qui sont à peine un peu plus grosses que des canards. Tu sais, ça classe. Parce que dans les outardes, t'as environ 12 à 13 sous-espèces. Là. Puis ce qui est arrivé pour la résidence, c'est des relâchés de domestiques, dans le fond. Qui devaient être élevés pour faire des manteaux, des affaires de même, pour le duvet. Là. Ils ont été relâchés, puis eux autres, ils ont jamais pris l'habitude de monter au nord. Ils vont peut-être monter un peu, faire, mettons, leur mue, là, mais jamais ils vont parcourir la distance de la migration, de la vraie migration. Parfait. Puis tu parlais aussi de l'habitat, où est-ce que ils dorment, en fait. Ça ressemble à quoi? C'est dans le champ directement? Ou?
Non, mettons qu'on va par parenthèse. Ouais, c'est ça, le dortoir, ça peut être une rivière, ça peut être un lac, ça peut être le fleuve, ça peut être un cours d'eau dans le fond. Okay. Pourquoi? Parce que pour eux autres, c'est la sécurité. Il n'y a aucun prédateur qui est assez agile pour nager et se rendre. OK, je comprends. Fait que c'est pour ça. Et ça peut arriver dans des cas vraiment exceptionnels qu'un champ, mettons, les pluies diluviennes, puis là, les champs sont inondés, là, ça peut arriver que les outards, les oiseaux migrateurs en général, dorment dans le champ. Ça peut arriver. Okay. Puis il y a des encore plus exceptionnels, j'ai vu des oies blanches tellement éduquées par la chasse qu'ils ne pouvaient pas se faire prendre par les chasseurs, ils dormaient dans le champ, même pas inondés. Puis ils restaient là puis ils passaient la nuit là. Ils préféraient prendre la chance de se faire manger par un renard ou un coyote que genre se présenter le lendemain au matin au champ puis se faire berner par des appelins. OK. Mais bon. Puis les équipements essentiels pour ce type de chasse-là, est-ce que c'est coûteux? Est-ce que c'est accessible pour un débutant? Oui, c'est quand même pas si mal. Au niveau d'équipement, c'est pas ça qui coûte le plus cher. On parle, mettons, de la base. Il y a comme 3 éléments essentiels à la chasse solitaire. Le premier, c'est la cachette. Fait qu'on parle d'équipement de cachette. Vous avez 2 options. Soit vous avez les A-frames, qui sont avantageuses parce qu'elles sont faciles à cacher sur le bord de fossé, puis on peut cacher plusieurs personnes à l'intérieur. Mais en même temps, on parle pour un débutant qui veut chasser solo. On va y aller surtout avec le tombeau. Imagine un sleeping bag en plein milieu d'un champ, c'est ça ce qu'on installe. Okay. En même temps, un petit modèle assez compact, facile à transporter. On parle environ quasiment 300$. Okay. Après ça, le deuxième élément, c'est les appelants. Fait que plus son réalisme, mieux c'est. Mais on parle d'un débutant, on va chasser avec des silhouettes. C'est comme une pancarte. Imaginez une pancarte découpée, là, mettons, là. Par les enfants. Au sol. Ouais, en tout cas, ils sont quand même mieux que ça, là. Entre autres, certaines sont floquées, là, si je peux ouvrir une parenthèse par rapport à ça. C'est un velours qui les rajoute sur l'appelant. Okay. Parce qu'un oiseau reflète pas vraiment la lumière. Bref, un outarde qui se promène va refléter la lumière, mais pas en permanence. Parce que, tu sais, il bouge tout le temps un petit peu. Fait que ça flash pas, ça flash pas. Mais un appelant, vu qu'il bouge pas vraiment, tu sais, là, quand ça reflète, ça reflète à temps plein, tu sais. Fait qu'on veut pas ça. Fait que les compagnies rajoutent un velours qui permet, dans le fond, de barrer le reflet. Fait que bref, fait qu'il y a des silhouettes qui se vendent maintenant, là, floquées. Mettons, je sais pas, moi, 350$ pour un kit de 28 silhouettes. Okay. Par amplement de travail. C'est pas trop pire, quand même. Ouais, c'est correct. Tu sais, ce qui coûte le plus cher, en vrai, c'est la prospection. Ouais. C'est le temps que tu vas mettre, le gaz que tu vas mettre, les autres de ton char. Tu roules dans des rangs de gravelle, tu scrapes un peu ton char, on se le cachera pas, tu croises des tracteurs, tu manges une groche ton windshield, tu sais. Écoute, je l'ai changé des pare-brises dans ma vie. C'est vraiment des facteurs qui est vraiment tannant, là, c'est la prospection, parce que il y a certains secteurs, il y a beaucoup de pression de chasse. Fait que, tu sais, ça se peut que même si tu as des bons champs à 15 minutes de chez vous, ça veut pas dire qu'ils vont être accessibles. Il va peut-être falloir que tu te déplaces à 100 km. Et là, ça vient à la chose compliquée, justement, quand on parlait de prospection la veille. Ben là, toi, tu finis de travailler à 5 heures. Les oiseaux, ils sortent du dortoir à 5h30. T'es pas encore rendu là-bas. Puis là, plus l'automne avance, plus la durée du jour diminue. Fait que, tu sais, ta marge de manœuvre, trouver des oiseaux de plus en plus mince. Fait que, tu sais, mais bref. Niveau du matériel, après ça, ben, tu sais, tout ce qui est fusil de chasse, tout ça, ben, tu sais, c'est comme des bébelles qu'on a déjà un peu de base, fait du petit gibier, là. Sachez juste une chose, c'est qu'à Sauvagine, ben, on chasse avec des billes d'acier ou des billes de plomb. Okay. Fait que, puis il faut s'assurer que notre arme est capable de tolérer justement la bille d'acier. Parce que, tu sais, il y en a qui ont... La plupart des modèles maintenant récents ont des chokes interchangeables, là. Mais des fois, des vieux modèles ont le choke à mouler à même le canon, si on veut dire, puis ça veut pas dire que c'est capable de prendre la pression, là, parce que la bille d'acier, elle se difforme pas, elle, quand elle part dans le canon. Okay. Fait que ça crée une pression supplémentaire, là. Fait qu'il faut être sûr que notre arme est adaptée. Dernièrement, c'est vrai, la peau, pour appeler l'hibernage. Fait que je dirais qu'un petit appôt à 100$, tu peux en acheter à 30-40 peut-être, là. Mais entre 100 et 200$, là, tu vas te griller quand même pas pire. Okay. Parce que j'ai fait la gaffe, moi, puis c'est normal, tu sais, quand tu commences, tu veux pas trop investir, c'est correct. Fait que tu sais, j'avais acheté des cordes à 40$ à l'époque. Puis tu sais, maintenant, c'est tous des cordes à 150-200$ que j'achète minimum, là, tu sais. Parce que tu sais, la durée de vie est pas la même, la qualité du matériel, etc. Fait que, bref, c'est pour ça, là. Mais ça, la peau, là, c'est, tu sais, même, écoute, il y en a, je connais même qui collent la bouche, ça rentre pareil. Fait que, tu sais, la peau, c'est le fun, mais ça peut être quasi optionnel, je dirais, là. L'important, c'est la cache pris les appelants, tu sais. Parce que quand on chasse souvent sur un champ nourricier, qu'on le veuille ou pas, tu sais, ils sont déjà convaincus de venir là.
Ouais. C'est pas d'ouvrage, là, tu sais, ils voient des appelants, ils font comme, c'est comme hier, on y va, on descend, tu sais. Ça a bien été hier, ça devrait bien aller aujourd'hui. Ça devrait bien aller aujourd'hui. C'est sûr que plus la pression de chasse augmente, des fois, il faut que tu distingues un peu des autres chasseurs, puis tu cadres un peu plus, là. Mais normalement, des oiseaux pas trop éduqués, ça va quand même. Parfait. Puis pour les étrangleurs, c'est-tu un peu comme au dindon, où est-ce que t'as des Thursday choke? Ça serait comme des goose choke? Ouais, écoute, va être bien franc, moi, je pense avec modifié. Tu vas avoir une tonne de choix devant vous autres. Okay. Moi, je vais vous dire le mien, parce que j'ai patronné avec, puis ça marche bien. Okay. Moi, j'ai un Benelli Supervenchi, je tire avec la Kent, la grosseur de baie numéro 2, parce que c'est la plus polyvalente, selon moi. Okay. Et puis, mon étranglement, c'est un Carson mid-range. Okay. J'ai quand même l'option, je n'ai acheté un long range aussi, là. Mais c'est intéressant parce que quand on parle du long range, c'est que le patron est vraiment plus serré. C'est vraiment le fun. Puis je peux quasiment chasser de dindon avec ça, mettons. Là. Okay. Quand tu touches l'oiseau, ça tombe. Mais t'as pas de marge de manœuvre. Fait que quand que des fois t'as des oiseaux à 40 verges, ça fait bien. Faut que tu retires des oiseaux à 40 verges, faut que tu donnes un bon lit, tout ça. Mais quand tu tires à peu près à 15 verges, des fois les gars tirent trop en avant. Mais là, l'outarde, elle fait comme elle se tire le coup, elle fait comme ouf, ça continue de touche. Fait que moi je préfère plus de marge de manœuvre, fait que j'y vais plus dans le style modifié là, que pour les étranglements. OK. Ah, parfait, merci pour les informations. Y a-t-il des particularités ou des traditions liées à la chasse à l'outarde? Ou as-tu des recettes à nous partager? Écoute, on commence par le premier volet, tradition. Tu sais, moi je pense que c'est plus local, là. La groupe de chasse, peut-être c'est tradition. Dans notre cas, puis je pense que tous les groupes de chasse, je sais pas si t'as déjà entendu parler des bagues là sur les oiseaux, là, je sais pas si tu connais ça un peu. Bon, ok, pour ceux qui connaissent pas ça, les techniciens et les biologistes de ce monde baguent les oiseaux. Après ça, ces bagues-là sont observées soit par les ornithologues de ce monde ou nous, les chasseurs. Et puis on peut les rapporter sur Internet, puis ça leur permet de savoir à peu près tous les oiseaux volent. Fait que dans notre cas, nous, quand on récolte une bernache avec une bague ou un canard, whatever, on se l'attribue chacun notre tour. Okay. Fait que c'est pas une pige, genre, parce que je sais qu'il y avait des gars, eux autres, ils mettent genre des douilles de genre toute la même couleur sauf une, admettons, là, tu sais. Okay. Puis après ça, les gars, ils pigent dans la calotte, puis écoute. Nous autres, on est plus syndiqués, on dit ça comme ça, là. Fait que, tu sais, chacun son tour. Puis il faut que tu sois présent, par exemple. Si t'es pas là, c'est pas mon problème. Mais moi, je suis tout le temps là. Fait que je vais échanger de mon bord. Sinon, on a notre super Noël. Pas mal au mois de novembre. Nous autres, ça étale de bonheur. Là. On est dans les montagnes. Fait que, au mois de novembre, on fait notre souper là, de fin de saison. On mange la fondue, évidemment, avec le jus qu'on a récolté. Oui. Des gars, des fois, amènent l'orignal, du chevreuil, du dindon. C'est vraiment ce qui a été la chasse là, durant l'automne. Et on prend la peine de faire un tour de table après ça pour déclarer laquelle a été notre plus belle chasse. Okay. Ben souvent, moi, c'est à la même place. Là, j'ai un petit étang avec du canard, mais les chasses au lac Saint-Jean là, ont quand même une place gravée là, dans mon cœur. À chaque année, j'y vais depuis maintenant 7 ans. Ouais, 7 ans. Puis c'est toujours spécial de chasser en dehors de ses spots habituels. Là, fait que j'aime bien ça rendu là-bas. Pour ce qui est des recettes, nous, on en a partagé quelques-unes sur notre page Facebook de Goose Matter. Je te dirais que la préférée de mes cultivateurs, parce que j'aime bien en manger, eux autres, là, c'est le pâté mexicain qu'on fait. Ah, ok, c'est une bonne idée. Fait que, ouais, ben tu sais, le pâté ordinaire, mettons, la tourtière, si on peut dire ça, parce que nous, c'est comme des filochés du table qu'on met à l'intérieur, là. On la fait peu, là, nous autres. Puis il y en a qui mélangent un peu avec du porc, parce que c'est quand même sec comme viande. Nous, on la fait peu. Puis la version mexicaine, je trouvais que ça altérait, pas que ça altère, mais tu sais, c'est ça goûte le gibier, mais pas trop. Tu sais, c'est comme un beau balancement, là, tu sais. Ça dépend comment tu aimes tes affaires, là. Fait que je sais que nous, ça passe mieux chez les cultivateurs, ça passe partout pour la famille aussi. Fait que sinon, le reste, on fait pas mal affaire avec un boucher. On va dans le coin de Québec, là. Puis on fait faire de la terrine, du smoke meat, des saucisses, puis tu sais, genre comme ouais. Puis il y a comme 30 sortes de saucisses qu'on peut faire. Lui, il met 50-50, 50 porcs, 50 outardes. Puis on dit qu'est-ce qu'on veut comme recette, là, comme variété de saucisses. Puis il nous fait ça, là, il n'y a pas de problème. Là. Nice. C'est quand même assez... ouais. Puis les cultivateurs l'apprécient à chaque année. Puis on leur donne un beau petit paquet là, à chaque année. Puis
À la date, personne ne se plaint. La seule affaire pour les pâtés, ça, je le mentionne, là, c'est effiloché à la main. C'est pas passé chez vous, au broyeur. Oui. Fait que des fois, il reste des billes, hein. Puis ça peut coûter cher dedans. Je le prépare. Quand il me dit au cultivateur, tu veux un pâté, ça me dérange pas. Coupez-vous une pointe, écrasez à la fourchette à grandeur votre pointe, puis fait tout. Là, vous enlevez la bille. Mais j'ai un cultivateur en tout qui me dit, ça fait 2 que je pogne. Ouais, mais t'écoutes pas mes conseils. Ça va coûter cher dedans, je vous le dis, là. Faut s'en méfier. Ça fait partie de la savagine, tu sais, on tire les billes, fait que, même si on les fiche là, écoute, on n'est pas à l'abri d'erreur. Je sais que les gars, des fois, s'achètent un détecteur de métal, mais écoute, moi, j'ai jamais acheté, puis non, c'est pas quand, mais, les gars, une fois effilochés, mettons, à chaque poitrine, ils partent, ils scannent, puis ça peut faire très bien le travail, mais c'était quand même dispendieux. Tu sais, une bébelle qui, mettons, qui marche pour vrai, je pense que c'était comme, pour vrai, je check, peut-être 150$, là. Je trouvais ça un peu de l'abus, là, tu sais. Bref, mais écoute, fourchette, ça dépend du pas trop cher. Ouais, c'est ça, je me dis. Pour avoir craqué dans une bille de perdrix, moi, je trouve ça déplaisant et tout. Là, c'est du plomb, là. Tu sais, c'est un peu plus mou qu'une bille d'acier. Tu sais, une bille d'acier, c'est raide, hein. Fait que, bref. Fait que, écoute, on était partis. C'est moi, quand je parle, là, je déborde puis j'oublie la question. On parlait de tradition, ouais, c'est ça, hein? Ouais. Écoute, je pense que ça fait pas mal ça. Puis les recettes, je me dis un mot. Ouais, je pense que je suis correct. Ouais, on en a parlé. C'est bon. C'est quoi l'impact de la chasse sur les populations d'outardes? Comment tu fais pour t'assurer pour que cette pratique reste durable et respectueuse de l'environnement? C'est sûr qu'il faut respecter les quotas. Puis ils sont déterminés, je pense qu'aux 2-3 ans. Il y a des inventaires qui sont faits. Puis justement, là, dans le coin de la pandémie, il y a eu un ajustement qui a été fait là, pour la période de la dernière migratrice, on peut dire, un peu le mois d'octobre. Au préalable, on avait droit à 5 quasiment toute l'année. On dit ça comme ça. Puis là, ça descendait à 2. Fait que, on va voir, là, si ça va peut-être être réévalué. Moi, ça change pas grand-chose dans ma vie parce que j'en tire une, j'en tire 2, j'en tire 5, peu pareil. Pour moi, l'important, c'est de sortir. Il y en a qui trouvent ça un peu tannant. Moi, c'est pas mon cas. Mais au niveau de ça, la migration, pas la migration, mais la résidence, on a droit à 10, tout ça. Tu sais, il y a vraiment des choix qui sont faits au niveau des quotas en fonction de la population qu'on vise, puis c'est important de les respecter. Okay. Puis, si on parle, mettons, dans le day-to-day, en tant que chasseur aussi, on peut parler de se ramasser. T'sais, on chasse en plus sur des territoires privés, la plupart du temps, en tout cas dans mon cas. On peut pas laisser de bourre et de douille. Oui, il y a le volet environnemental, mais aussi le volet propriétaire terrien. Moi-même, j'habite sur une terre agricole. Je veux pas que les gars laissent des vidanges. On parle, oui, de douille puis de bourre. Mais que ce soit les lunchs que vous avez amenés pour grignoter dans la caisse, laissez pas des retours, laissez pas le sac de plastique de faire de même, puis l'autre, même le dernier volet, ça serait les espèces envahissantes. Par chez nous, la phragmite, entre autres, il n'y en a pas tant que ça. T'en vois sur le bord des autoroutes, là, les grands plumeaux qui battent au vent. Là. Nous, on n'en a pas tant que ça. On s'en sert pour se camoufler, pour se faire un fond dans nos caches, mais on prend la peine de les prélever avant que les graines sortent, avant que les plumeaux sortent. Mais si ça arrive que vous autres, vous devez les récolter plus tard, enlevez les plumeaux. Parce que sinon, les graines, si vous les promenez placées sur 10 territoires différents, 10 champs différents, votre faucette peut être contaminé. Puis c'est une plante qui est pas indigène au Québec, là. Faut faire attention à certains éléments comme ça. Puis, mettons, un autre volet, mettons, les gars qui chassent le canard en dog-boat, eux autres peuvent trimballer plein d'affaires sur le bateau. Fait que ça vaut la peine d'éviter de les laver si vous tentez le territoire. Un peu comme les gars quand ils vont en pêche, là, maintenant, ils sont obligés de laver le bateau à bien des endroits, là, pour éviter la contamination d'espèces indésirables. Fait que, je pense que c'est pas mal ça qui engloberait cette question-là. Faire attention aux populations, mais aussi en respectant les quotas, mais aussi de l'environnement en général. On se ramasse, on fait attention. Parfait, j'aurais même pas pensé à ça. Pour vrai, les plantes et les trucs du genre qui peuvent contaminer les champs des agriculteurs. À Montréal, je veux dire, eux autres, ils sont pleins là, de phragmites là, dans toutes les fossettes. Mais moi, j'essaie de faire attention parce que dans mon secteur, on n'a pas bien. Il faut rester logique avec le territoire qu'on côtoie. Là, on parlait quand même de la réglementation. Y a-t-il d'autres réglementations pour la chasse à l'outarde? Tu as dit 2 pour les non-résidents puis 10 pour les résidents. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut savoir? Si on va parler en même temps de la base, c'est sûr, si vous voulez chasser des oiseaux migrateurs, ça va vous prendre des permis.
Quand on parle de réglementation, ça va vous prendre 2 permis, donc le permis fédéral et le permis provincial. On parle de permis fédéral, pourquoi? Parce que l'oiseau migrateur est un gibier de gestion fédérale. Ça se promène. Ouais, tu sais, les autres, quand ils arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas de bord. Il n'y a pas une grande onde, genre, qui font en sorte qu'ils restent pas ici. Fait que ça se promène. Fait que ça prend un permis fédéral. Et ce qui est le fun du permis fédéral, c'est que si vous décidez de changer de province pour passer, c'est comme moi, je vais y aller dans 2 ans, je vais aller en Saskatchewan. Ben, le permis, je vais en racheter ici, au bureau de poste, parce que c'est l'endroit où on peut les acheter. Okay. Et il va être bon en Saskatchewan. Il est bon à grandeur du Canada. Fait que ça, c'est bien. Au niveau provincial, si tu veux chasser un gibier dans n'importe quelle province, ça te prend un permis provincial. Dans le cas de la sauvagine, ça va te prendre un permis de petit gibier. C'est quand même correct parce que tu sais, la plupart du temps, on achète le petit gibier pour aller à la perdrix. Tu sais, on fait pas juste la sauvagine, on fait bon. Fait que tu sais, la plupart des gens l'ont déjà. Fait que quand j'invite du monde, tu sais, ben souvent, ils ont juste acheté le permis fédéral. Fait que tu sais, c'est pas trop tannant, puis on parle de permis d'environ 30$. Fait que tu sais, si tu compares ça au gros gibier, mettons, tu sais, quelqu'un qui y va souvent à Sauvagine, ça coûte 60$, puis il peut faire 10, 15 sorties, là. Fait que c'est quand même bien, là, tu sais. Depuis la pandémie, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tout est disponible en ligne. Fait que, même que je dirais l'année passée, c'est ça que j'ai fait. Le traîner dans son téléphone pour pouvoir le présenter à l'agent de la faune au besoin, là. Mais tout peut s'acheter en ligne maintenant. Fait que tu des invitations de dernière minute, c'est plus problématique. Avant, il fallait gros de poste, on s'entend, là, c'est des genres de fonctionnaires, là, c'est pas un Canadien de part de ce monde, ce que c'est ouvert en soirée, là, tu sais. Fait que ça laisse plus de marge de manœuvre aux chasseurs. Sinon, quand vous allez acheter votre permis d'oiseau migrateur, vous allez, en tant que physique, là, au bureau de poste, vous allez avoir des clients qui vont vous donner la réglementation en général, mais sachez qu'on a 7 districts au Québec, de A à G, puis chaque district a ses réglementations, soit au niveau de les prises quotidiennes. Tantôt, je donne l'exemple du canard. Le canard noir, il y a des secteurs, tu as droit à 4 par jour, d'autres 2. Okay. Fait que là, faut que tu fasses attention. Sinon, ce qui va varier, ça va être les dates. Fait que tu sais, il y a certains districts, la chasse à l'hiver va commencer le 1er septembre, d'autres 6. Fait qu'il faut faire attention. Puis le nombre de gibier prélevé quotidiennement aussi va varier d'un district à l'autre. C'est comme nous, c'est 2, mais à d'autres endroits, ça va être 3, car on va arriver dans la période de migration. Okay. Fait que si on parle de pré-saison, bien souvent, en général, on parle de mon cas, ça va être du 6 septembre au 25 septembre, je vais avoir 10, on doit avoir 10 heures par jour par personne. Okay. Et pas de limite de congélateur. OK. Fait que tu peux en stacker autant que tu veux. C'est pareil pour l'oie blanc. Après ça, saison régulière, là, on va tomber à 2 heures par jour par personne. Puis on parle du 26 septembre l'année passée. 26 septembre au 31 octobre. Puis à partir du mois de novembre jusqu'au 21 décembre, là, on va retomber à 5 heures par jour par personne. J'imagine toutes ces informations-là, c'est sur le site du ministère de la Faune? Oui, Service canadien de la faune. Puis sinon, comme je te disais, si vous l'achetez physique, votre permis fédéral, va avoir toute la documentation. Tu sais. Puis au pire, on pourrait mettre des liens à la fin du podcast. Là, ouais, pour sûr, les gens, je pense que ça va être intéressant. Là, c'est un commentaire en bas. Ouais. Quelque part, là, dans la techno. Alright. C'est quoi ton expérience de chasse la plus mémorable ou la plus inhabituelle? Écoute, on va regarder les bons plaisirs, là, tu sais, les bons, voyons, les bons souvenirs, parce que des mauvais, j'en ai eu des, tu sais, quand tu respires, là, tu sais, je m'en souviendrai longtemps, là, tu sais, j'ai failli broyer dans le clos tellement qu'on était pris, là, je capotais ma vie, là. Mais bref, en même temps, on parle mémorable, plaisant, là. C'est sûr que la première chasse à l'utable, la première capture, on va dire ça comme ça. Où ce que je travaillais, écoute, rien de légendaire, j'ai dérampé, là. Il y en avait 2, je me suis essayé, puis ça a marché, je n'ai eu une. Sinon, la première chasse au lac Saint-Jean que j'ai faite, ça faisait des années que j'essayais de rentrer dans le territoire, mais quand je parle de rentrer, c'est que je voulais pas arriver là puis m'imposer. Okay. Je voulais rentrer en contact avec des chasseurs locaux, pas faire, excuse-moi l'expression, faire de la merde. Ouais. Parce que, tu sais, là-bas, c'est très contingenté. Donc, par personne intermédiaire, ça m'a pris 10 ans, mais j'ai trouvé quelqu'un là-bas qui m'a emmené là. Puis ça a été la première chasse que quasiment une des premières chasses avec mon chien de chasse que j'ai monté moi-même. C'était vraiment intéressant. Puis à l'époque, tu sais, ils ramassaient pas vraiment ce qu'on appelle des crippled birds, des oiseaux blessés, tu sais, ceux qui courent, genre, qui sont encore bien en vie. Okay. Au lac Saint-Jean, il l'a fait. Fait que, tu sais, cette étape-là, dans son bagage, était franchie, c'était vraiment cool. Nice. Puis, ça n'a pas été facile parce que
moi-même, j'étais scrap d'un genou. Je m'étais foulé le genou genre 3 semaines avant. J'étais juste capable de chauffer mon char pour me rendre là-bas. Okay. Puis j'installais même pas les appelants, là. Tu t'as donné une idée, là, tu sais. Je suis resté assis dans le tombeau où j'attendais. Mais écoute, les chasses là-bas. On a fait, je sais pas, moi, 100 oiseaux en 3 jours. OK. Fait pour elle, là. On était en pré-saison. Tu sais, je fais souvent ma fin de pré-saison là-bas. Fait que, tu sais, les dernières journées, là, du mois de septembre, là, mettons du 20 au 25. Écoute, là, tu sais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable comme secteur, mais c'est dur là-bas. C'est vraiment dur. Ça joue serré, mais quand tu connais les bonnes personnes, t'es poli, ben, il y a des occasions de faire de la chasse. Il y a moyen de moyenner, comme on dit par chez nous. Ouais, ouais. Les appos. Est-ce que t'as envie de me parler d'appos? Ouais, écoute, je sais pas comment ça va sonner avec le micro, les écouteurs. Je suis un peu nerveux avec les écouteurs. Ben, ce que je préfère, c'est les retirer quand je vais faire les notes, là. Je vais me mettre un peu en background. On va faire ça comme ça, ok. Sachez, quand vous magasinez un appôt, il y a 2 éléments qu'on pourrait, ouais, le fabricant, ça c'est important. Parce que le choix que vous allez faire, avec qui vous allez l'acheter, si vous voulez, admettons, entre autres, du service en français. Vous êtes pas à l'aise en anglais, mais vous êtes juste à l'aise en français, ben, tu sais, il y a des bonnes compagnies au Québec qui font des cars. Fait que, tu sais, vous pouvez acheter québécois, puis ils font des trucs vraiment intéressants. J'ai callé pendant plusieurs années avec la compagnie Recall Design. Je sais, il y a Conception, Claude Pillet qui fait des cars aussi. Okay. Je plug du monde, mais tu sais, c'est des gens que je sais que j'ai essayé les cars, j'ai aimé ça. C'est ça. C'est des bonnes plugs quand tu les utilises. Ben, exactement. L'autre élément, c'est la forme de la peau. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une personne pareille. Il n'y a pas personne qui a les mains pareilles. Tu comprends ça? C'est comme une baguette à Harry Potter. J'ai toujours comparé à ça quand j'avais des cours de corps. Tu peux pas, genre, prendre une longue affaire, mettre ça dans les mains de quelqu'un qui miniature. Tu sais, moi, j'ai des grandes mains, fait que je pars un bout qui fait, tu sais, qui est un peu plus évasé. Sinon, tout dépendant de la forme de la peau aussi, ça va pas réagir pareil quand tu vas souffler dedans. Fait que, tu sais, le best, c'est de les essayer. Rentrer en contact avec les fabricants, si possible. Aller en magasin. Je sais que depuis la COVID, c'est dur d'essayer des corps en magasin parce que le monde s'en donne plus nerveux, puis c'est normal. Puis, vous avez des chums de gars qui en ont. Fait qu'essayez-les. Puis après ça, vous pourrez faire un choix. Au niveau des sons de base, quelqu'un qui fait juste ces 3 sons-là peut faire tuer toutes les guitares de la terre. Il n'y a pas de problème, ça va marcher, ça va rentrer. On parle ici du clock, du moan et du honk. Le honk, c'est une combinaison du clock et du moan. Okay. Puis c'est parmi avec ces 3 sons-là, vous allez vraiment faire des choses incroyables. Puis tu sais, vous pouvez même faire des enchaînements de notes. Tu sais, pas juste faire ces sons-là séparés, mais les unir ensemble. Vous bâtir comme une petite routine de chasse que vous allez pouvoir appliquer à la chasse puis que ça va super fonctionner. Pour la chasse solitaire, il faut savoir que 3 notes de base pour maîtriser. Si on les a, vous êtes correct, vous êtes réglé. On parle du clock, du monde. Puis après ça, avec combinant les 2 notes, en combination, les 2 notes, on parle du hum. Je peux même les faire à la bouche si vous voulez, là. Le clock, après ça, vous avez le monde. Après ça, vous avez le hum. Fait que, vous voyez, avec ces 3 notes-là, vous êtes en business. Après ça, vous pouvez peut-être vous monter une petite routine vite faite. Un enchaînement de notes en combinant ces notes-là, qui permettrait, dans le fond, de faire une séquence plus rapide, parce que des fois, on veut imiter les digitales sur texto au champ. Donc, sachez-le, ça peut être intéressant. Et en situation de chasse, dans mon cas, la plupart du temps, je chasse sur des X. Donc, les oiseaux savent déjà, connaissent déjà le champ, j'ai pas besoin de les convaincre. En utilisant ces 3 notes-là, ça va super bien. Si je vois, mettons, que les oiseaux m'ont vu ramasser, mettons, une passe du temps. On vient de tirer, ça vient de tomber, je ramasse, mais là, il y a déjà une bande qui arrive. Ben là, c'est là que mon enchaînement de notes va être utile, parce que là, je vais créer de l'excitation pour dire aux oiseaux, ok, vous avez peut-être du poids de louche, mais tu sais, en bas, ça s'énerve, il n'y a pas de trouble, vous faites descendre. Peut-être un dernier élément, on compte pas de la même manière en début de saison qu'en fin de saison. En début de saison, les familles sont plus serrées. Tu sais, dans le fond, les parents sont encore avec leurs enfants. Tu sais, il n'y a pas eu de chasse, pas beaucoup de prélèvements. Fait que, tu sais, vous iriez pas, mettons, avec votre jeune famille, parce que c'est carrément ça, c'est une jeune famille, dans un pub où ce que ça brasse. Vous pourriez plus aller au McDo où ce que tout le monde est chill, tu sais. Et après ça, une fois que tout le monde a grandi, puis qu'il a vu un peu l'action, puis que là, les familles sont dissoutes à cause de la chasse, entre autres, puis que là, faut que tu te battes au day-to-day pour manger à ta migration.
Puis là, on peut y aller un peu plus dans l'agressivité. Mais ça, c'est une autre vidéo. Ça, on en reparlera un jour peut-être. Il y a des notes plus agressives. Dans le fond, t'as vraiment un volet excitation, mais t'as un volet aussi agressivité dans les corps de lutteurs. Mais ça rappe pas mal l'histoire des Apos. Parfait. Puis si on veut entendre les calls, on peut aller sur ta chaîne YouTube, je pense. Oui, j'en ai plusieurs. J'ai même une vidéo qui fait comme un ramassis de tous les sons. Ou sinon, j'ai vraiment la technique, là, tu sais, tu pars de A à Z, puis je vais vous montrer comment caler, là, y a pas de problème. Parfait. Regardez dans les descriptions en bas, on va mettre ça. Pour toi, qu'est-ce qui rend la chasse à l'outarde spéciale? Y a-t-il une connexion particulière avec la nature ou la communauté, que cette activité-là t'apporte? Ben, c'est sûr que, moi, ma connexion en tant que telle, là, ce qui me rend vraiment la chasse spéciale à l'outarde, c'est que j'ai jamais fini d'apprendre. Toujours un défi tous les jours. J'ai pas encore fait le tour. Fait que, tu sais, c'est intéressant pour moi. Caler. C'est la chose pour, c'est genre l'élément avec lequel, genre, j'ai accroché. Fait que, tu sais, je me suis pratiqué, écoute, ma mère capotait, là, elle me limitait chez nous à une demi-heure par jour, là, dans ma chambre. Pendant 10 heures, pendant 7-8 ans, 1 heure par jour. Je me pratique. Ah ouais, j'ai vraiment accroché là-dessus. C'est sûr que, tu sais, avec le temps, les raisons du pourquoi tu chasses, que ce soit l'outarde ou autre, ont évolué. Là, sauf qu'au début, moi, c'était ma première récolte. Tu sais, une fois que je savais caler, ça c'était correct, c'était maîtrisé. Là, maintenant, il faut tirer ma première outarde. Après ça, ben là, je voulais être, admettons, comment je peux dire ça, plus constant dans mes récoltes. Et je voulais être considéré que là, ouais, là, je connais vraiment ça. Mais maintenant, là, écoute, je fais travailler mon chien, je tire de temps en temps, je fais rentrer les outardes, je chasse avec ma femme, ma fille, ma plus vieille, elle aime ça vraiment venir avec nous autres, mes amis, la famille. J'invite des gens comme, tu sais, toi cet automne, sûrement, là, si tout va bien, on va y aller ensemble. Fait que, tu sais, c'est vraiment rendu ça mon dada. Mettons, petite parenthèse, cette année, j'ai emmené un ami d'un ami, il a emmené son gars de 12 ans, écoute. Les yeux comme des 2 piastres, c'est malade. C'était vraiment intéressant. Puis quand on invite les gens chez nous, en plus chasser, des amis de la famille, ben ils peuvent dormir à la maison, il n'y a pas de problème, je peux les recevoir au besoin. Puis on a toujours le déjeuner, je leur montre comment arranger ça. Tu sais, c'est vraiment hot. Tu sais, toute l'expérience autour de ça, tu sais, c'est vraiment cool. Puis tu sais, mettons, j'ai rajouté mon histoire de chien de chasse à travers ça. Fait que c'était vraiment un autre volet intéressant. On le voit là. Est-ce que c'est lui, ton chien, présentement? Ouais, il s'appelle Connor. Je l'ai acheté la dictionnaire Editop, là, d'Alain Jeté. Puis ça a pris à peu près, là, j'ai eu au mois d'août, puis je te dirais l'automne suivant. Tu sais, il y avait 1 an et des poussières, admettons. Parce qu'il est né au mois de juin, il était opérationnel. Là. Fait que c'était 1 an d'ouvrage comme faux, là. Parce que tout ce que tu enseignes au sol, faut que tu enseignes à l'eau. Fait que, il faut savoir que pour un chien rapporteur, tu as 2 types de... On ouvre une parenthèse, mais tu as 2 types de rapports. Les marques qu'on appelle, les oiseaux qui ont vu tomber, puis les blinds, les oiseaux qui n'ont pas vu tomber. Ça arrive souvent à la chasse. Tu sais, on tire, puis après ça, il y en a qui ont pas trop compris la game. Les oiseaux repassent au-dessus de la cache, mais tu sais, le chien il est focusé sur qu'est-ce qu'il a vu tomber en avant de lui, mais il a pas vu l'oiseau tomber en arrière, admettons. Fait que là, tu peux arriver avec le chien, tu le places, puis il dit son cue word qu'on appelle, là, dead, là, ici, il va faire un blind. Il va partir en ligne droite. Quand je vais siffler avec mon sifflet, il va s'asseoir, il va me regarder, il va se retourner, puis il va dire aussi que tu m'envoies. Puis là, on va le caster de gauche à droite, etc. C'est vraiment impressionnant d'avoir travaillé un chien, là. Puis même que des fois on chasse à 2 chiens, là, c'est vraiment cool. Puis là on est rendu là, on marque tout ben là, ils ramassent tout maintenant. Là. Fait on a pris un peu de poids avec tous les déjeuners de travailleurs de maison qu'on se fait. Là. Excellent. Est-ce que tu veux nous parler de la vidéo qu'on est en train de regarder en même temps? Ouais, écoute, on en fait moins de vidéos, on en faisait plus avant. Ce que vous voyez là présentement, c'est fait partie des chasses qu'on a faites, une combinaison de chasses qu'on a faites, je pense, en 2018. Vous pouvez voir, on chasse principalement en terre agricole, puis on chasse seulement des oiseaux convaincus. Tout ce que vous allez voir qu'on tire, c'est genre à l'intérieur de 15 à 20 verges. Puis bien souvent, on va même en laisser atterrir comme là. Puis la raison pour laquelle c'est ça, c'est que bien souvent, on va en avoir d'autres qui vont s'approcher, puis on va s'assurer d'avoir tout le monde qui va rentrer dans les aplats. Et le meilleur... Une des jobs les plus compliquées à la chasse, là, quand on fait sur les migrateurs, c'est de donner le go. Ça, il y a une personne qui est mandatée dans le groupe pour donner le go pour tirer. Puis, bien souvent, pour avoir un meilleur succès, c'est comme la petite séquence qu'on a vue avant.
on attend que les oiseaux soient à peu près à 3-4 pieds du sol. Pourquoi? Parce que on oblige les oiseaux quasiment d'atterrir pour décoller. OK. Parce que là, ils sont quasiment au point mort. Ils ont plus d'air d'aller. Puis là, ils sont quasiment obligés d'atterrir pour pouvoir genre partir. Mais là, écoute, tu rachètes quasiment 3 secondes sur ton tir. C'est incroyable. OK. Là, on fait des belles ramasses dans ce temps-là. Mais il faut que tu sois capable de les convaincre et les amener aussi proches. Fait que l'importance de la cachette, etc., c'est là que ça vaut son pesant d'or. Parfait. Puis, dans le fond, on peut regarder aussi un petit peu les photos de tes récoltes. Ouais. Ça, ouais. Écoute, comme tu fais voir, il y en a là-dedans qui sont plus... je vois entre autres Kevin, il a vieilli depuis ce temps-là. Là. Il y a la gang de chasse de Guzmada, on se connaît depuis un méchant bout. Là. On a vu, là, entre autres, la photo du concours de corps que j'ai fait à Québec. Écoute, j'ai jamais arrêté de chasser depuis 2007. Puis je vois ces photos-là, j'ai plein de souvenirs. J'ai été chanceux aussi. J'ai une femme qui chasse, hein. Puis pendant des années, j'ai eu des enfants, puis elle me laissait chasser toutes les fins de semaine. Là, maintenant, je suis correct, mes enfants sont plus vieux. Là, ils commencent à me suivre. Mais elle grivait son frein pendant 10 ans de temps, elle m'a regardé chasser, puis ramener, puis elle a les oiseaux pareils, puis tout, là, mais elle savait qu'elle allait revenir. Mais tu sais, on fait ça justement pour vivre l'expérience avec la famille, fait qu'elle le savait. Mais écoute, ça a été vraiment apprécié, puis je le remercie, là, Véronique, là, si t'écoutes un jour ce podcast-là, sache que ça a été apprécié de tout le monde. Puis j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités, en fait. En 2025, pourquoi chasser? C'est ça, j'ai énuméré tantôt, là, c'est un hobby, c'est un plaisir. L'accès à une viande de qualité. On peut passer du temps à l'extérieur, c'est sûr. Mais je trouve qu'un volet qui est pas souvent parlé, c'est qu'on fait partie, c'est une façon de faire partie de l'écosystème, si on veut. Parce que tu deviens comme le prédateur, le temps d'un matin. Tu récoltes un gibier. Au lieu de chialer puis faire partie du déséquilibre, si on veut dire. Tu sais, il y en a plein qui pratiquent des hobbies. Tu sais, il y en a qui vont faire du vélo, mais ils brûlent 200 pièces de gaz pour aller faire du vélo de montagne à tel endroit. Fait que tu sais, tout le monde a un impact écologique, mais moi, je trouve que tant qu'à le faire, je le fais en faisant partie de l'écosystème. Et tu peux pas, tu t'enseignes ça aussi à tes enfants. Tu veux pas, eux autres, en voyant la nature au day-to-day, en voyant l'impact que t'as, en la côtoyant vraiment proche, ben ça les sensibilise, puis c'est plus qu'un dessin sur une feuille de papier. Tu sais, il y a la voix lutter à l'entrée, il y a la voix descendre, puis ils comprennent le comportement. Tu sais, mes enfants, quand ils se promènent, là, tu sais, ils sont aussi bons que moi pour spotter des hutards, là, puis ils savent très bien, genre, ah ouais, puis là, ils me disent, allez, papa, les hutards ont passé au-dessus de l'école aujourd'hui, tu sais, puis ils savent comment ça marche, puis tu sais, ils connaissent la nature parce qu'on les a emmenés dans le bois, tu sais, puis c'est une richesse qu'on leur a transmise, puis c'est vraiment important, là. Puis, dernier volet, mettons, ça serait, faut pas oublier en tant que chasseur qu'à chaque fois que vous achetez un permis, vous donnez de l'argent pour la restauration des milieux fauniques. Ça, on le dit pas assez souvent. Tu sais, il y en a plein qui font des hobbies et qui n'ont pas un impact direct sur la faune et l'amélioration de l'habitat. Mais à vous, en tant que chasseur, quand vous achetez le permis, vous le faites. Fait que c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important parce que c'est pas en allant regarder, oui, vous sensibilisez à la nature en allant marcher dans le bois, mais c'est pas en marchant que vous donnez de l'argent. J'en parle, je connais ça parce que ma blonde a travaillé dans le domaine faunique, dans l'analyse OSBL, puis c'est la Fondation de la Faune, entre autres, qui paye pour des projets de restauration de ponts de rivière, whatever. Puis c'est nous autres qui payent ça, entre autres. Là. Fait que ça, et des dons des particuliers. Fait que c'est super important. Vous avez un impact, les gars. Si tu veux qu'un habitat ou quelque chose de même, tu conserves, mets ça dans les mains d'un chasseur ou d'un agriculteur, puis ça va être en bonne main. Ça, puis c'est eux autres qui sont là dans le day-to-day, tu sais, ils sont au courant de ce qui se passe, puis ils ont les deux mains dedans, puis ils voient ce qui se passe. Tu sais, moi, au niveau de la chasse, tu sais, moi, je le vois que ça se décale, là. On n'a pas, mettons, les automnes se rallongent, on va dire ça comme ça, là. Tu sais, la météo, tu sais, au début, quand je chassais, ça agitait plus de bonne heure, mettons, là. Tu sais, là, je le vois, si, mettons, sur la récolte de mes sans silage, des fois, oui, ça pousse mieux pendant l'été, mais la récolte, des fois, des fois, on entend la première gelée, puis elle arrive pas tout le temps, tu sais. Fait que, nous autres, on le voit, on est au premier plan, puis on dans les petits gestes de tous les jours, on est tout au courant de ce qui se passe. Ben, merci infiniment, Mathieu. Je conclurai l'épisode comme ça, si tu me permets. Merci beaucoup, Mathieu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Code Primal. Un grand merci à Mathieu et son expertise pour ses histoires captivantes. J'espère que ça t'a donné un bel aperçu de la chasse à l'huître, que ce soit des techniques, ou de l'équipement, ou de l'importance du respect de la nature.
Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager l'épisode, à nous laisser un avis. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais qu'on explore dans les prochains épisodes, laisse-nous le savoir. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Code Primal, où on continue de plonger dans l'univers de la chasse, de la pêche, des grandes aventures en pleine nature. Merci et à la prochaine.